Je vais vous présenter mon travail de recherche du coup sur les politiques d'agriculture urbaine au Québec. Donc, la présentation va porter sur leur mise en œuvre, leur politique, ainsi que leurs résultats. Donc, tout d'abord, une petite introduction. Donc, il faut savoir que l'agriculture urbaine, depuis quelques années, elle est vraiment en émergence un peu partout dans le monde, majoritairement dans les pays de l'hémisphère nord. Euh, la popularité, elle a également une incidence au Québec, tout simplement par rapport au fait que c'est une activité économique et commerciale, une reconnexion avec la terre, une production de denrées alimentaires et un impact environnemental positif. Mais bon, je pense que je vous apprends rien. Par contre, la question qu'on peut se poser, c'est, et les gouvernements dans tout ça, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour justement porter cette agriculture urbaine euh, au niveau supérieur, on pourrait dire. Donc, pour ça, on va d'abord s'intéresser à la mise en place des politiques en agriculture urbaine avant les PAU et les PDCN. Donc, tout d'abord, il y a eu pas mal de réflexions par rapport à l'agriculture urbaine, mais le premier point important, on va dire, pour rétablir les politiques, ça a été comment nourrir l'agriculture urbaine aménagée et nourrir la ville, écrit par Éric Duchemin en 2013, donc qui recensait plus ou moins les initiatives déjà en place de l'agriculture urbaine et en caractérisant la plus-value qu'elles ont et qu'elles apportent aux villes. Ensuite, en 2014, on a eu Vivre en ville qui a publié Ville nourricière, donc qui était un ouvrage qui pour le coup venait définir un peu une approche méthodique du système alimentaire et de la production, donc de la production jusqu'à la fin de vie des aliments, vraiment tout le cycle de vie. Et il intervient vraiment comme une proposition faite aux municipalités pour leur aménagement et repenser un peu la planification du système alimentaire. Euh, Sinon, ce qui est assez intéressant de regarder aussi, c'est la ville de Gatineau en 2016 qui a proposé un plan d'action donc sur 3 ans qui regroupait déjà les thématiques importantes au développement de l'agriculture urbaine. Donc, on retrouve notamment la promotion de l'agriculture urbaine, multiplication d'opportunités d'apprentissage, la mobilisation des habitants et également le développement durable dans la ville. Donc, c'était vraiment les fondements, ce qui allait devenir plus tard les PAU. Et d'autre part, on a la ville de Saint-Brévin-Montarville en 2017 qui propose une politique de ville nourricière qui vient vraiment recenser les actions qu'on retrouvera ensuite dans les PDCN. Donc, je trouve ça important à noter. Et dans tout ça, le gouvernement, lui, a poussé donc à, a écrit la stratégie de soutien à l'agriculture urbaine en 2016, point très important puisque c'est un plan d'action sur 4 ans sur l'agriculture urbaine au Québec qui a vraiment ouvert la porte aux initiatives et au développement des politiques au Québec. Donc, c'est le plan d'action sur 4 ans qui reconnaît vraiment les bénéfices de l'agriculture urbaine, majoritairement aussi au niveau de son impact économique, environnemental, communautaire, etc. Et elle doit bâtir les fondements de la participation du MAPAC dans les années à venir. Donc, plus tard, en 2020, le ministère vient créer le guide de bonne pratique de l'agriculture urbaine. Donc, il vient vraiment décrire de manière complète l'agriculture urbaine, agit vraiment comme une espèce de boîte à outils pour l'agriculture urbaine privée comme publique. Et elle a été actualisée en 2021 pour suivre un peu la progression de l'agriculture urbaine dans la province. Et enfin, après le travail sur les PAU qui ont eu lieu depuis cette stratégie, on a eu le guide d'élaboration d'un plan de développement d'une communauté nourricière en 2022 qui va vraiment définir les tenants et les objectifs de l'agriculture urbaine à l'échelle municipale. C'est devient vraiment la référence en termes de planification et la base, le squelette pour les PDCN à venir et un outil vraiment destiné aux municipalités. Et entre-temps, le ministère, oui, une petite erreur de mise en place. Le ministère vient vraiment multiplier les appels à projets pour les PDCN. Le premier était en 2021 et un et il y en a encore à l'heure actuelle. Je crois que le prochain termine en décembre 2025, par exemple. Donc voilà. Concrètement, qu'est-ce que c'est qu'une politique d'agriculture urbaine? Parce que je vous parle de ça depuis tout à l'heure. Pour faire bref, une politique d'agriculture urbaine, c'est vraiment une politique qui vient encadrer la pratique de l'agriculture urbaine dans une municipalité. Donc, c'est avant tout un outil de planification qui vient faciliter les échanges entre les acteurs et plus globalement les parties prenantes et qui vient vraiment réfléchir à son intégration dans un système nourricier. Donc pour ça, la municipalité, elle doit vraiment diagnostiquer le système nourricier selon tous les maillons de la chaîne alimentaire, du système alimentaire. Donc comme je vous montre à l'écran, donc ça commence par la production, la transformation, distribution, consommation et revalorisation. Elle va sonder à chaque fois toutes ces étapes du système alimentaire pour vraiment se focaliser sur les choses sur lesquelles elle voudrait intervenir.
Elle prend aussi connaissance de tous les projets existants, très important pour connaître en fait à chaque fois sur quoi se baser pour ensuite construire sa politique. Elle consulte beaucoup les publics et ou les organismes en agriculture urbaine pour enfin développer sa vision et un plan d'action. En ce qui concerne les PDCN, l'approche est assez similaire. On retrouve vraiment l'idée de l'organisation d'une stratégie alimentaire cohérente pour l'ensemble du territoire. Donc, encore une fois, un outil de planification qui va mettre en relation les parties prenantes, mais cette fois qui va vraiment mettre une emphase sur la distribution des rôles et des responsabilités. Et donc là, on va retrouver dans le guide de l'élaboration d'un plan de développement de communauté nourricière, les 6 étapes majeures pour l'élaboration du PDCL. Donc, premièrement, la municipalité, elle va constituer un comité de travail, très important, et mobiliser les parties prenantes. C'est vraiment l'étape fondamentale pour la création d'un PDCN, la réflexion à la base. Elle va prendre ensuite le temps de portraitiser son système alimentaire, donc en recensant à chaque fois toutes les initiatives déjà présentes sur le territoire. Elle va ensuite faire une analyse FFOM ou SWOT, donc tout ce qui est force, faiblesse, opportunité, menace, donc qui découle un peu du portrait. Elle va vraiment discerner les endroits où elle voudrait intervenir, pour ensuite développer sa vision pour le PDCN et ensuite pour en embrayer sur l'élaboration du plan d'action. Donc qui va vouloir à chaque fois répondre aux problématiques soulevées par la vision pour ensuite finir sur l'étape, on va dire, en continu. Donc l'étape 6, coordination continue du PDCL, très importante, puisque il s'agit pas juste de produire un document à un instant T, il s'agit aussi de le faire perdurer, de le développer et de toujours l'améliorer en prenant à chaque fois en compte ce qui se passe sur le territoire. Donc pour l'analyse des politiques, il y a 28 politiques qui ont été analysées, donc, à savoir la stratégie mère de la ville de Montréal qui rentre dans aucune des catégories, mais qui les englobe de sa propre, enfin, sa nature, 11 PDCN et 16 PRU. Pardon. Donc, il faut savoir que pour les politiques, donc, j'ai eu accès à tous les documents sur lesquels j'ai fait plusieurs lectures. Euh, Pendant ces lectures, du coup, j'ai essayé de discerner un peu les éléments qui pourraient être comparables. Donc là, je les ai mis à l'écran, à savoir par exemple la date de publication, le portrait de l'agriculture urbaine ou du système alimentaire. Ça peut être également les consultations des citoyens et des organismes, les axes stratégiques, les plans d'action, etc. Les plus importants étant le financement du MAPAC et les grands thèmes du plan d'action sur lesquels on va revenir plus tard. Pour jumeler à ça, j'avais aussi prévu de faire des entrevues dirigées. Donc, à savoir, il y en a eu 11 de planifiées avec des personnes ayant travaillé de près ou de loin, de près surtout, sur les politiques en agriculture urbaine. Donc, les personnes en question, c'était souvent des chargés de projet en urbanisme, des agents de recherche et développement durable, des conseillers planification en transition écologique. Et donc, je vais concentrer ces entrevues dirigées sur Montréal et l'agglomération de Longueuil, puisque c'était le plus, on va dire, les plus faciles d'accès et ça permettait d'avoir aussi un échantillon similaire. Donc voilà. Et pour les entrevues, il y a eu 9 questions qui à chaque fois essayaient de s'intéresser sur plusieurs étapes et plusieurs facettes de la mise en place des politiques. Donc, il y a eu par exemple le pilotage. Pourquoi a-t-elle choisi la politique pour remédier à certains points forts, points faibles, etc. Comment la personne a-t-elle perçu la mise en application de la politique, les appuis, les défis majeurs, etc. Quel est ou sera l'impact le plus important? Après l'approbation de la politique, feriez-vous ou avez-vous fait des ajustements? Très importante cette question aussi. Il y a eu en question 6, lors de la mise en œuvre de la politique, quelles furent les consultations les plus bénéfiques, s'il y en a eu? L'évolution des relations entre les organismes, la municipalité et la communauté les habitants depuis la politique. Il y a eu également, par rapport au reste des politiques, est-ce qu'il y a eu un changement dans les décisions des municipalités? Et enfin, la question un peu plus ouverte sur tout ce qui était les limites de la stratégie à l'heure actuelle. Et enfin, je me suis pas mal intéressé aussi aux autres villes et ce qu'elles ont fait pour l'agriculture urbaine, enfin, dans leur stratégie d'agriculture urbaine.
On commençons d'abord par les exemples nord-américains. Donc, à Toronto, par exemple, c'est comment ils avaient 279 hectares donc qui étaient inutilisés, qui ont été rendus accessibles par un organisme indépendant qui travaille avec la ville de Toronto. Ça a donné naissance à un certain nombre de fermes quand même entre 3 et 20 hectares qui ont permis de produire des denrées alimentaires pour la communauté de Toronto, aux personnes défavorisées ou en sous-nutrition. Et en plus, ça permet, et c'était aussi une initiative pour former les gens à l'agriculture urbaine. Donc, ça a vraiment changé le paysage, on va dire, alimentaire de cette ville. Deuxième exemple assez connu, c'est Dallas. Donc depuis 2015, en fait, a changé ses pratiques, notamment autour de tout ce qui est sécurité alimentaire et l'accès aux denrées alimentaires. Elle a réformé son code de développement et son code administratif de construction pour vraiment encourager la population à développer l'agriculture urbaine, ce qui a été le cas. Il y a eu beaucoup d'initiatives en agriculture urbaine à Papouasie, etc., qui ont vu le jour. Et aujourd'hui, Dallas se passe vraiment comme une des premières villes, grandes villes à avoir changé sa manière de produire à l'intérieur de la ville, on va dire. Euh, un autre exemple, c'est Détroit. Détroit qui est une ville qui a vécu un tournant économique majeur dans les années 60-70, qui a du coup vu fermer pas mal d'usines et de fabriques à ce moment-là, et qui s'est retrouvé avec pas mal de friches. Les friches, elles représentaient 105 000 parcelles qui ensuite ont été comment on leur a trouvé une nouvelle vocation en faisant des fermes urbaines et des jardins communautaires. Donc ça, avec un total de 1500 surfaces de production. Et aujourd'hui, comment les gens enfin, le changement dans le paysage de la ville a vraiment contribué comment dire, à l'amélioration du cadre de vie des gens. Et donc aujourd'hui, voilà, l'exemple de Détroit reste quand même un des plus intéressants sur ce point-là. Et enfin, le cas de New York qui a fait un travail un peu similaire au Québec, c'est-à-dire qu'ils se sont vraiment posé la question sur l'ultra urbanisation, parce que New York, c'est la deuxième zone la plus urbanisée au monde. Donc, ils ont essayé de se dire comment on peut élever l'accès à l'agriculture urbaine et aux denrées alimentaires locales dans notre ville. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont créé un conseil municipal pour développer l'agriculture urbaine, l'accès aux denrées alimentaires en identifiant les opportunités, les menaces, etc. Et régulièrement maintenant, ils produisent des rapports techniques ils cartographient la zone urbaine de New York pour vraiment continuer à traquer cette progression-là. Et il y a deux autres exemples qui sont assez intéressants. Donc en France, l'initiative des quartiers fertiles qui a vu le jour en 2020 dans le cadre du plan France Relance, qui constitue 27 appels à projets donc, avec un total de 30 millions d'euros de budget. Et ce projet-là, en fait, consiste en la rénovation de quartiers, en y incluant en fait l'agriculture urbaine vraiment en son sein et en combinant les deux pour changer un peu la manière de percevoir, enfin de faire les choses et de planifier les villes en France, donc dans le futur. Et un autre exemple très intéressant, c'est Bruxelles. Alors, Bruxelles est quand même connu en Europe pour être un berceau de l'agriculture urbaine, mais c'est pas sur ça que je me suis intéressé. Je me suis vraiment intéressé une initiative de la municipalité concernant concernant l'alimentation. Ils ont créé le label Good Food Canteen, donc dans les cantines et tout ce qui est restauration publique en fait dans la ville. Et c'est un label qui reconnaît vraiment les efforts faits pour des meilleures pratiques en termes de consommation. Donc, par exemple, c'est donner des produits sur l'agriculture biologique, ça peut être des produits de saison, des options végétariennes, lutter contre le gaspillage alimentaire, sensibiliser la clientèle, etc. Et en fait, il y a plusieurs paliers. Donc voilà, ça permet vraiment de valoriser les gens qui font les efforts dont on a besoin pour faire progresser les choses. Donc maintenant, on peut s'intéresser à quelles sont les différences entre un PAU et un PDCM. Donc tout d'abord, j'ai fait une analyse en fait de tous les types d'actions grossièrement présents dans les plans d'action des PAU. Et en voici la répartition. Et on va s'intéresser aux quatre premiers puisque ça montre plus ou moins l'idée générale des PAU. Donc tout d'abord, on retrouve la sensibilisation et la pédagogie.
très important. Donc c'est un aspect qui, enfin, comment, un aspect des PAU qui est vraiment soulevé depuis très longtemps, c'est-à-dire éduquer la population sur les bénéfices de l'agriculture urbaine et un peu comment les reconnecter avec ce qu'est la production de légumes en ville. Donc dans les exemples d'actions qu'on peut retrouver, il y a un kiosque pour et qui proposerait des ateliers de formation, par exemple, d'information et de sensibilisation, ou même des événements autour de l'agriculture urbaine pour vraiment inviter les gens à s'intéresser de même à l'agriculture urbaine. En second, on retrouve promouvoir et encourager l'agriculture urbaine. Ça va de soi, hein, évidemment. Mais c'est toutes les actions en fait qui portent sur soutenir et appuyer les projets communautaires et même privés autour de l'agriculture urbaine, l'entrepreneuriat en général, parce que c'est ça qui va porter l'agriculture urbaine sur le long terme. Et souvent, ça vient d'une demande aussi de la population. Mais ça, on verra ça plus tard. En troisième, on retrouve créer de nouveaux espaces pour l'agriculture urbaine. Donc ça vient, c'est toute la stratégie autour de la réhabilitation ou la création de terrain pour l'agriculture urbaine. Donc par exemple, à Brossard, ils ont pour projet de réhabiliter un centre de plein air. Pardon. Ils veulent développer un centre de plein air et y intégrer l'agriculture urbaine à des fins pédagogiques et productives, ou par exemple faire une cartographie d'une espèce comestible pour dans le cadre d'un développement de verger, comme dans l'arrondissement de Rosemont-Petite-Patrie. Et enfin, le développement de partenariats, encore une fois, un aspect super important, puisqu'il s'agit de construire un réseau qui tient sur le long terme, parce qu'on n'est pas tout seul pour faire l'agriculture urbaine, c'est un microcosme. Et donc, les PAU veulent vraiment pousser ça au maximum. Donc là-dedans, on retrouve des actions comme organiser des rencontres entre acteurs de projets en agriculture urbaine, ou encore rassembler les acteurs du système alimentaire dans une instance de concertation. Mais encore une fois, la répartition, on va dire qu'elle est un peu, c'est celle qui est explicite, mais implicitement, il y a pas mal d'actions qu'on trouve un peu dans les deux. Et on va voir directement par rapport au PDCN comment ça se présente. Les PDCN, en fait, ils ont une répartition qui est plus ou moins la même. Ce qu'on peut noter, c'est quand même que les deux ont dans les actions les moins récurrentes, financer l'agriculture urbaine, on y reviendra aussi. Mais dans les PDCN, on retrouve vraiment l'idée de promouvoir un projet d'agriculture urbaine dans la même optique que les PAU. Un comité de suivi et d'action, c'est quelque chose qui a été vraiment élevé du passage, on va dire, de la réflexion des PAU vers les PDCN. C'est vraiment avoir un comité qui commence et qui termine le travail des PDCN, et c'est pas quelque chose qui est fait à l'instant T, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc là-dedans, on retrouve une instance de gouvernementale multisectorielle pour assurer la mise en œuvre du PDCN, ou encore définir des rôles et responsabilités. Et enfin, le numéro 3 et le numéro 4, c'est développer la vie nourricière et l'économie circulaire. Donc là, c'est vraiment le côté intégrer l'agriculture urbaine dans un pays, dans un schéma plus global, voilà, donc de vie nourricière et de circuits courts. Donc là, on retrouve toutes les actions, prélever, valoriser le territoire agricole, la transformation locale, les marchés publics, d'une part, et pour l'économie circulaire, l'aménagement, organisation de circuits courts, et valoriser les ressources, réduire les pertes et le gaspillage. Donc voilà. Donc maintenant, si on compare vraiment entre les deux thèmes, les PAU vraiment veulent rendre l'agriculture urbaine résiliente et accessible, développer l'aspect communautaire, améliorer le cadre de vie, réduire l'impact carbone, mobiliser ses citoyens pour le changement, euh, faire de la pédagogie, élever la production alimentaire à petite échelle, le circuit court, et le développement durable. Mais si on s'intéresse au PDCN, au final, on se rend compte que c'est pas si différent. Et c'est normal. En fait, la réflexion pour des PDCN, elle est née des PAE, donc c'est normal qu'on retrouve les mêmes idées. Donc, qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre le PAE et le PDCN? Ben, tout d'abord, il y a l'appui du ministère. Donc, depuis 2022, donc depuis le guide, on recense beaucoup moins de PAE que de PDCN, puisque maintenant, on a une approche beaucoup plus guidée, une approche beaucoup plus, comment dire, dirigé par le MAPAC. Le PDCN, il vise plus ou moins les mêmes problématiques que le PAE, ou du moins il peut viser les mêmes problématiques.
Mais à côté de ça, le PDCN, il peut peut-être mettre plus d'emphase sur d'autres choses, ce que le PAU pourrait moins faire, ou du moins, ce ne serait pas de la même, du même angle de vue. Et encore une fois, la méthodologie des PDCN facilite grandement l'accès aux municipalités pour une politique, on va dire, où on se pose moins la tête. Et d'autre part, il y a aussi le financement du MAPAC. Encore une fois, donc le MAPAC finance 50% des politiques. Et ben voilà, on peut voir sur les graphes que les PAU sont quand même globalement moins souvent financés que les PDCN, ce qui est normal puisque les PDCN, ils ont plus de contrôle sur ce qui est fait. Donc on peut les comprendre sur ce point-là. Donc maintenant, pourquoi, pourquoi faire un PAU en 2024-2025 euh, pour sa municipalité? Donc tout d'abord, un des souhaits principaux pour la municipalité pour encadrer l'agriculture urbaine, c'était vraiment de répondre à une demande grandissante en ce qui concerne l'agriculture urbaine. Que ce soit des gens qui veulent créer leur comment leur organisation, etc., ou même des gens qui souhaitent avoir de l'agriculture urbaine chez eux parce qu'ils souhaitent s'investir dedans. Voilà, donc il y a vraiment une demande grandissante qui a été répondue, qui est répondue par le PAU. Le PAU soutient l'agriculture urbaine, il rassemble ses acteurs et aussi le PAU il est vraiment cohérent avec les politiques de développement durable, le PDZA aussi, donc de la politique de développement de zone agricole, et les politiques d'environnement un peu ceux qui s'entremêlent un peu au final. Et en deuxième élément, il y a l'intégration de l'agriculture urbaine dans les décisions municipales. Donc l'agriculture urbaine et la sécurité alimentaire, elles sont hyper importantes et grâce au PAU, elles rentrent pleinement dans les décisions stratégiques d'aménagement. Elles accroissent la notoriété des projets en agriculture urbaine. C'est vraiment aussi le but, c'est de faire connaître aux gens les initiatives qu'il y a autour d'eux pour justement contribuer à tous les bénéfices enfin, comment, contribuer à ce que justement l'agriculture urbaine produise ces fameux bénéfices. Et ensuite, vous bâtir une gouvernance sur le long terme, puisque pour développer l'agriculture urbaine, il faut quand même avoir une gouvernance qui assure son développement et son adaptation avec à chaque fois les décisions, etc., sur le long terme. Du côté des PDCN, euh, un point important, c'est l'accessibilité alimentaire, évidemment. Donc, le PDCN, il vient vraiment ouvrir la discussion autour des questions de l'accessibilité alimentaire, puisque avant de s'y pencher, il y a beaucoup de municipalités que j'ai eu enfin, en entrevue qui m'ont dit, par exemple, on s'était jamais posé la question et le fait d'entamer une démarche de PDCN, ça nous a permis vraiment de s'intéresser à, voilà, en fait, on se rend compte qu'il y a un marais alimentaire. Pour ceux qui ne savent pas, un marais alimentaire, c'est quand la distribution des denrées alimentaires est inégale ou des aires alimentaires ou pareil là, la distribution est déséquilibrée. Donc, ça permet vraiment de se poser les bonnes questions et de réfléchir à des thématiques qu'on n'aurait peut-être pas soupçonnées avant. Et d'autre part, euh, c'est créer la bonne pratique de l'agriculture urbaine en se posant les questions, encore une fois, les bonnes questions. Bon, d'autre part, il y a également le financement et l'accompagnement. Comme dit tout à l'heure, le fait d'être financé et d'être accompagné par le MAPAC, ça rend la poursuite plus attractive et plus facile entre guillemets. Et il y a eu certains PAU qui sont devenus des PDCN en cours de route, puisque il y a eu les appels à projets, il y a eu la méthodologie qui a été publiée entre-temps. Et donc, naturellement, ce sont devenus des PDCN parce que ça a ces avantages-là. À côté de ça, encore une fois, on trouve l'idée de consolider la gouvernance, parce que le travail sur un PDCN, dans les autres vues, on m'a pas mal rappelé le fait que ça a créé un cadre de travail qu'il n'y avait peut-être pas avant. Il y a eu une mobilisation et au niveau de la coordination, donc en interne, que ce soit en interne et en externe, les gens se sont connectés et donc ça a mobilisé un peu les efforts autour de l'agriculture urbaine. Et enfin, la gouvernance, quand on fait un PDCL, on veut vraiment qu'elle perdure sur le long terme. Encore une fois, sur cette même idée de une gouvernance qui arrive à maintenir ce PDCN sur un long terme. Et enfin, les PDCN se sont bâtis pas mal sur des initiatives déjà existantes. Ce que j'ai appelé des ancres, même si c'est un peu maladroit, c'est par exemple, pour ceux qui connaissent,
dans l'arrondissement de Verdun, on a le Grand Potager qui agit depuis pas mal de temps déjà sur l'agriculture urbaine et sur l'accès aux denrées alimentaires locales, voilà, qui ont été consultés immédiatement par la municipalité de Verdun pour arriver à faire un travail en tandem, puisqu'ils s'étaient déjà bien implantés. Donc, il y a ça, et pareil, il y a certaines municipalités, je pense notamment du côté de l'agglomération de Longueuil, qui avaient déjà des comités de territoire nourricier, eh ben, ils ont travaillé soit en tandem, soit ils ont carrément inclus ce comité dans leur plan d'action pour être plus efficaces dans leurs actions. Maintenant qu'on a vu les objectifs, on peut s'intéresser aussi aux défis qu'on relevés pour l'élaboration des politiques. Alors, il y en a 5 qui ont été pas mal mentionnés pendant les entrevues. Il y en a un qui, on va dire, est un peu ancré dans le passé, qui est le Covid-19, même si le Covid-19 a eu beaucoup de positifs et beaucoup de négatifs. Donc, le Covid-19 a vraiment fait exploser le besoin de sécurité alimentaire pendant la crise. Euh, donc ça a forcé pas mal de municipalités à se poser des questions, encore une fois, sur les marais et les déserts alimentaires. Et j'ai vu que quelqu'un a mis la définition, merci beaucoup. Ça a soulevé vraiment toutes les problématiques. Donc c'était à la fois une menace et une opportunité. Donc ça a soulevé beaucoup les problématiques sur, encore une fois, s'intéresser sur où est-ce qu'il faut intervenir pour régler ces problèmes d'insécurité alimentaire. Au niveau des élections aussi, il y a eu pas mal de craintes, de peurs. Alors, si je dis pas de bêtises, les élections, c'était il n'y a pas si longtemps que ça au Québec, ou ça arrive dans pas longtemps. Un changement de gouvernement, ça peut venir tout faire basculer parce que une mésentente sur des décisions qui ont été prises par un plan d'action sur 3, 4 ans, 5 ans plus, et si la nouvelle personne en charge de la municipalité n'est pas d'accord, ça risque de bloquer et on se trouve au point de départ, ce qui est un risque à ne pas sous-estimer. Aussi, encore une fois, on retrouve la question de financement, encore une fois. Trouver des financements en dehors du MAPAC, c'est extrêmement chronophage. La reddition de compte elle est extrêmement lourde pour au final un financement qui ne vaut pas forcément le travail qui a été alloué à ça. Et ça limite aussi les municipalités pour des projets de grande ampleur et pour aller voir plus loin que ce qu'elles ont prévu à la base. Au niveau de la coordination aussi, ça c'est, on va dire, c'est plus quelque chose à respecter pendant toute la mise en place d'une politique. Mais la coordination a été vraiment importante. On me l'a rappelé beaucoup pendant les entrevues dirigées justement. Euh, Ça a été crucial pour le bon déroulement des actions. Toujours consulter les parties prenantes, asseoir tout le monde à la même table pour vraiment discuter de qu'est-ce qu'on fait ensuite et se coordonner aussi avec les autres politiques, encore une fois, le PDZA notamment, donc pour arriver à ne pas faire ce qu'on appelle le chevauchement, où plusieurs personnes finissent par travailler sur la même chose, produisent chacun leur propre résultat, et puis au final, il y a un concours de résultats qui fait que tu dois réagir sur l'un sur l'autre, donc ça crée plus de problèmes que ça n'en résout. Et enfin, ce qui va un peu avec les financements, c'est le côté la municipalité, maintenant qu'elle a créé son plan d'action, elle doit savoir le défendre pour trouver ce financement, mais également pour pour convaincre le grand public et aussi mobiliser le milieu commercial et le milieu communautaire, ce qui est très compliqué puisque au niveau communautaire, c'est plus facile. On m'a répété que c'était assez facile. Mais au niveau commercial, il faut trouver un moyen aussi de convaincre les gens par rapport qu'est-ce que eux, ça va leur rapporter. Donc ça, c'est un travail qui est très difficile et chacun a sa manière d'aborder le sujet. Mais par contre, au niveau des résultats, c'est encore très difficile de tout quantifier. Mais à l'heure actuelle, les résultats, c'est vraiment un renforcement du réseau d'acteurs et un renforcement même interne de la municipalité. Parce que, en fait, le fait de mobiliser tout le monde, ça renforce vraiment la cohésion entre les personnes. Même parfois, ça crée ce qu'on appelle des alliances, on va dire, insoupçonnées, avec des gens, enfin, des organismes que la municipalité ne connaissait pas avant. Donc, le fait de vraiment se pencher sur la question, ça a renforcé le réseau d'acteurs en agriculture urbaine. Aussi, c'est surtout au niveau des PAU, il y a des bilans annuels de l'agriculture urbaine. Ça permet aux gens de traquer un peu, de savoir en fait ce qui se passe en agriculture urbaine autour d'eux, ce qui est plutôt bien puisque c'est les conséquences sur le long terme, on les a pas encore puisque les politiques sont encore jeunes. Et enfin, encore une fois, la question de soulever les bonnes problématiques autour de l'agriculture urbaine et de la sécurité alimentaire.
au moins ça a eu des conséquences vraiment sur le terme, enfin vraiment immédiatement sur les décisions des municipalités. Maintenant, la question des limites du programme de politique en agriculture urbaine. Donc, encore encore et toujours, le financement insuffisant. Il y a pas mal de municipalités qui auraient voulu un financement plus conséquent et elles ont du mal aujourd'hui à trouver des financements externes. Et il y en a qui s'adressent à des fondations indépendantes ou ailleurs. Donc, Bon, il aurait fallu avoir un peu plus de financement selon les municipalités pour mener à bien et à 100% ce qu'ils auraient voulu faire. Au niveau de la coordination entre le MAPAC et la municipalité, pareil, il y a certaines choses qui devraient être clarifiées, notamment l'accompagnement sur la durée du MAPAC. En fait, le MAPAC n'accompagne pas sur le après le PDCN, qu'est-ce qui se passe. Donc en fait, la municipalité, si elle n'a pas travaillé si elle n'a pas travaillé son plan d'action sur le long terme, en fait, elle se retrouve un peu démunie parfois. Il y a vraiment le côté, on nous a abandonnés sur la question de qu'est-ce qu'on fait avec notre IDCM ou avec notre PAU. Donc, ça manque de ligne directrice, notamment sur créer l'agriculture urbaine. Parfois, c'est des gens, on leur dit qu'il faut faire de l'agriculture urbaine, ils ne savent pas où est-ce qu'il faut aller chercher. Et enfin, tout ce qui est responsabilité de la sécurité alimentaire, c'est parce au niveau provincial et au niveau régional, il y a des rôles qui devraient être redistribués puisque avec les PDCN, le gouvernement a un peu relégué la question de la sécurité alimentaire au niveau municipal, alors qu'il y a certaines actions qui pourraient être entreprises à une échelle supérieure, notamment par exemple la remise sur les produits de première nécessité ou d'autres questions qui ne sont pas de la portée de la municipalité. Et enfin, il y a aussi toute la question en fait, la méthodologie du MAPAC, notamment sur les PTCN. En fait, elle a beaucoup uniformisé l'approche, là où en fait, il y a des municipalités qui auraient voulu avoir une adaptation de la méthodologie pour leur cas en particulier, donc un accompagnement pour leur cas en particulier. Je pense par exemple à certaines villes qui sont avec une population faible, qui du coup se retrouvent avec un besoin de PDCN relativement faible, en comparaison d'une ville comme Longueuil qui elle, a un besoin énorme en encadrement, etc., qui se retrouve à travailler d'autant plus sur la taux. Alors qu'on pourrait redistribuer les échelles des PDCN pour inclure peut-être d'autres territoires et d'autre part aussi, par exemple, scinder certains arrondissements en deux, parce qu'en fait, travailler sur un arrondissement qui n'a pas les mêmes conditions d'une part et d'autre, parfois ça peut poser des problèmes. Donc ça, c'est un travail d'accompagnement entre le gouvernement et les municipalités qui devrait être revu peut-être dans le futur pour l'établissement de politiques. Donc, pour conclure, ce qu'on peut dire des politiques en agriculture urbaine, c'est qu'elles sont encore trop récentes pour identifier les conséquences, mais elles sont à surveiller à l'avenir, parce qu'à l'heure actuelle, on peut pas encore vraiment identifier les conséquences réelles. On peut que identifier les conséquences, on va dire un peu plus immédiates, mais des conséquences sur le long terme, on ne peut pas encore les identifier. On peut les prévoir, mais pas encore les identifier. Mais c'est un travail d'adaptation qui devra être fait entre les municipalités et le MAPAC pour mener à bien des politiques qui auront leurs résultats et qui auront un réel impact sur le long terme. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et je vous laisse poser vos questions.